J'ai commencé à vendre des cryptos dans les kiosques à l'époque. Dans les kiosques? Dans les kiosques en Suisse. Ok, en gros, t'achetais pour 20 € Ouais, et t'avais ta clé privée qui te donnait accès à un portefeuille où il y avait pour 20 € ouais, de... Il y a pas mal de barrières techniques que justement vous vouliez lever avec donc Zi-Fi, anciennement NDFi. Pas mal de l'innovation à l'heure actuelle se fait au niveau des smart contracts. Mais du coup, moi ce que je pense, ma théorie, c'est que aussi l'innovation se fera énormément au niveau des smart wallets. Parce que tu pourras tout programmer directement pour l'utilisateur. Tu pourras tout faire depuis ton smart wallet en fait. Est-ce que tu penses que ça pourrait permettre de créer un peu des super apps entre guillemets où en fait on aurait au même endroit la possibilité de faire de la finance décentralisée, de gérer ses actions tokenisées? Non mais clairement. Et moi je pense que les gens vont plus interagir avec les front-end des applications. Ce sera tout depuis leur smart wallet. Ok, et du coup moi je voulais revenir sur le switch, un peu, enfin la bascule de OnDeFi à Zi-Fi. Comment est-ce que tu arrives à embarquer les équipes? Comment tu te dis en fait je pense qu'il faut qu'on arrête ce qu'on est en train de faire là pour aller là-dessus parce qu'il y a plus de potentiel? C'est jamais simple de pivot parce que tu bosses pendant des mois et des jours sur un produit. De toute façon, l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est essayer des choses. Parfois, il y a des choses qui marchent, parfois des choses qui marchent pas. Aujourd'hui, on reçoit Gauthier Villa, un entrepreneur suisse fondateur de OnDeFi Labs. Leur objectif, simplifier l'accès à la finance décentralisée. Ils sont à l'origine de Zi-Fi, une solution de swap sans gas sur zk-Sync, et travaillent sur Zi-Fi AI, un portefeuille intelligent capable d'optimiser les rendements automatiquement. Gauthier a aussi contribué au développement de l'écosystème Web3 à l'EPFL. Il était aussi analyste pour la Crypto Valley Association, un acteur engagé pour démocratiser la DeFi. J'aime pas être maxi, j'aime toujours rester ouvert un peu sur les nouvelles tech, les nouveaux trucs. Il y a toujours l'opportunité pour que quelque chose d'autre prenne que Bitcoin ou Ethereum. Avant de démarrer l'interview, je voulais déjà vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et ça nous fait très plaisir. Et si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à mettre un like, à partager l'interview si vous trouvez qu'elle est intéressante, à vous abonner également à la chaîne CryptoStalks parce que ça nous aide beaucoup. Et vous pouvez également nous écouter sur les plateformes de podcast comme Apple le podcast, Spotify, Deezer, etc. Donc comme ça, vous pouvez nous écouter sans forcément la vidéo quand vous faites votre sport, quand vous êtes en voiture ou alors quand vous êtes dans les transports. Tous les liens sont dans la description. Merci. Avant d'aller plus loin, je voulais préciser que Cryptos est investisseur dans Zi-Fi pour être totalement transparent avec vous. Salut Gauthier. Salut Robin. Bienvenue sur le podcast de Cryptost. Plaisir d'être là. On te reçoit dans le cadre de la Paris Blockchain Week. Actuellement, donc c'est la semaine de la Paris Blockchain Week. Et donc tu es présent pour présenter, parce que tu as un stand donc, sur la Paris Blockchain Week, pour présenter le projet sur lequel tu travailles, donc Zi-Fi. Déjà, est-ce que tu peux te présenter ton parcours et ensuite le projet sur lequel tu travailles? Yes, avec plaisir. Donc oui, je m'appelle Gauthier, je suis dans l'écosystème depuis 2017. J'ai commencé tout simplement à connaître les cryptos pendant que je faisais mes études. Et du coup, j'ai passé vraiment mon temps à faire de la recherche, à comprendre l'écosystème. Et puis après, j'ai ouvert une petite agence Web 2. Donc pendant que je faisais mes études, je faisais des sites web, des applications. Donc j'ai pas mal baigné dans toute la tech. Et puis après, j'ai vraiment... j'ai fini mes études et j'ai vraiment voulu mettre complètement dans le Web 3. Donc j'étais très actif dans l'écosystème suisse, faisant partie de la Crypto Valley Association et de l'association blockchain de l'EPFL. Et puis il y a un moment où voilà, j'ai vraiment voulu me mettre full dans le Web3, donc j'ai commencé à aider des startups à développer des projets dans le Web3, à les aider à lever des fonds. Puis après, j'ai voulu vraiment développer mon propre projet et j'ai commencé à vendre des cryptos dans les kiosques à l'époque. C'était le premier projet que j'avais fait. Dans les kiosques? Dans les kiosques en Suisse. C'est-à-dire, tu vendais quoi? Des cartes? Je vendais des tickets, des tickets avec des private keys, des QR codes en fait qui te donnaient accès à des private keys. Et après, tu pouvais acheter du Bitcoin par exemple. Ok, en gros, t'achetais pour 20 € Ouais, et t'avais ta clé privée qui te donnait accès à un portefeuille où il y avait pour 20 € ouais, de... C'est ça, donc ça c'était la première expérience. On l'avait fait parce que j'avais une connaissance qui avait un réseau de kiosques en Suisse. Et voilà, bon, c'était vraiment, disons, une expérience assez intéressante. Mais après, on s'est dit, voilà, il faut qu'on fasse quelque chose de... Après, il y a les DeFi qui arrivaient. On voulait faire quelque chose de plus orienté DeFi. On voulait rendre ça accessible. Donc, on a commencé par créer une DeFi super app qui s'appelait UnDeFi. Ça, c'était en quelle année que tu vendais les cartes Ah, c'était en...
2020 peut-être. Ok. Ouais, c'était très tôt, ouais. Et il y avait quand même des gens qui étaient intéressés. Ouais, Ouais. ça marchait, mais après on s'est dit que c'était en termes de scalabilité et de grandeur de business, c'était bien, mais qu'on pouvait faire quelque chose encore plus grand. Et là, la DeFi est arrivée et on a vu une plus grande opportunité. Donc, on a créé un DeFi. Un DeFi, c'était une DeFi super app. Donc, on agrégait, on faisait déjà les kernel abstraction au tout début. Donc, les On gens. va revenir sur ce que c'est que Ouais, Hot alors, ouais. Abstraction pour ceux qui En gros, savent pas. on simplifie un maximum l'expérience utilisateur pour que les gens n'aient pas besoin de créer de wallet. Et puis, s'accéder à la DeFi. Et on a agrégé toute la DeFi à un seul endroit. Donc, ça a bien fonctionné. Puis après, on, on a vu que enfin, zk-Sync avait le native kernel abstraction et puis on voulait plus s'orienter vers de l'infra pur et dur parce que c'est quelque chose qui marchait mieux. Parce que là, tu parles de zk-Sync, donc il y a une blockchain Ouais, là, ouais, je spécifique. suis un peu trop vite. Et OnDeFi était spécialisé dans une blockchain ou vraiment Non, cross-blockchain agnostique? à la base, on avait toutes les chaînes IVM sur DeFi. Ok, donc tout ce qui était Ethereum Ouais, compatible, quoi. ouais, exactement. Ouais, on avait Avalanche, Polygon, Arbitrum, Optimism. D'ailleurs, grâce à nous, il y a pas mal de gens qui ont eu des airdrops. Et puis voilà, on avait toutes ces chaînes-là. Ça marchait bien, on avait pas mal d'utilisateurs. Mais voilà, après, il y a eu le bear market qui est arrivé et le retail était plutôt présent. Et du coup, là, on s'est dit, il faut qu'on soit plus vers de l'infrastructure. Et après, on a fait énormément de recherches. On a découvert donc, le L2 qui s'appelle zk-Sync. Et eux qui avaient ce qu'on appelle le kernel abstraction de manière native. En gros, le kernel abstraction, c'est tout ce qui permet de simplifier l'expérience sur la blockchain. Par exemple, de simplifier la création de wallets, de simplifier l'expérience, par exemple, les interactions avec les applications, donc d'abstraire, par exemple, le gaz, donc abstraire ça, par exemple, même d'automatiser certaines choses on-chain directement pour les utilisateurs. Donc, en fait, c'est vraiment, ça permet de créer plus de programmabilité. euh, pour les wallets et les utilisateurs et simplifier l'expérience dans Ouais. son ensemble, quoi. Parce que c'est vrai qu'actuellement, pour quelqu'un qui débarque dans la blockchain, le fait de créer un portefeuille, un wallet, de sauvegarder ce qu'on appelle sa seed, donc c'est 12 ou c'est 24 mots pour pouvoir retrouver l'accès à son portefeuille si jamais il venait à être perdu ou si jamais il voulait le reconfigurer sur un autre appareil. C'est vrai qu'il y a pas mal de blocages pour le grand public, ou en tout cas pour voilà des gens qui veulent pas trop se prendre la tête et pas trop creuser et pas trop mettre les mains dans le cambouis. Il y a pas mal de barrières techniques que justement vous vouliez lever. Et du coup, donc OnDeFi, switch progressif vers ZiFi, puis après de ZiFi, un autre produit qui s'est développé, donc ZiFi. Ouais, alors on est en train de voir comment on va. Justement, ce matin, j'avais ces discussions avec l'équipe parce que à la base, on avait fait un prompt AI, on avait fait tester un peu toute la partie AI, et puis finalement, il y a pas grand chose à l'heure actuelle d'AI dans ce qu'on fait. Donc, on est vraiment en train de voir comment on va rebrand. Peut-être qu'on va garder l'ancien nom ZiFi qui était quand même assez cool. Donc, c'est des discussions qui sont encore ouvertes, que je dois encore définir exactement comment on va rebrand et quel nom on va donner. Ok, parce qu'actuellement il y a des projets qui en fait veulent avoir des interfaces un peu comme du chat GPT-like, Ouais, où les gens peuvent dire bah voilà je veux que tu stakes mes ethers que j'ai sur le réseau Optimism sur Base, c'est ça. et l'outil va automatiquement s'occuper de faire toutes les transactions nécessaires pour arriver à ce point-là. Ouais, Vous, un jour, vous voudriez avoir quelque chose de similaire où en disant quelqu'un ouais. dit voilà je veux minimum 10% de rendement sur mes USDC. Mais ouais. Mais en fait, on a développé ça en interne à un moment sur zk-Sync. En fait, on avait tout fait sur zk-Sync. On avait même un prompt. Parce qu'en fait, ce qu'on faisait, c'est on analysait toutes les opportunités sur zk-Sync. Donc, c'était carrément comme si tu étais sur ChatGPT. Tu disais, voilà, sur zk-Sync, aujourd'hui, quelles sont les meilleures opportunités? Il analysait ton wallet et tu disais, OK, t'as tant d'USDC. Nous, on te conseille généralement, l'AI, il te sortait, genre, il te disait où est-ce que c'était le mieux de déposer. Tu pouvais poser des questions, il faisait une stratégie. Donc, pour le moment, au début, c'était juste informatif.
Mais après, on voulait aussi faire en sorte que ça fasse la transaction et tout ça. Donc, on a carrément construit ça. Et puis après, on s'est rendu compte que bah, il y avait plus de potentiel avec le produit que je te décrivais avant, parce que c'est vraiment encore plus automatisé. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a développé et peut-être qu'on l'intégrera dans le Smart Wallet à un moment donné pour que les gens puissent carrément l'utiliser directement et dire voilà, je veux swapper ça, je veux faire ci, etc. etc. Mais ouais, pour le moment, les prompts, c'est vraiment early, quoi. Les gens, ils utilisent, mais ils ont toujours, voilà, ils sont toujours un peu sceptiques. Ils préfèrent parfois utiliser des bridges comme Jumper ou des trucs, ouais, d'autres providers, quoi. C'est encore très early, quoi, je pense. Ok. Mais ouais, je pense qu'on va dans cette direction-là, ça c'est sûr. Ouais, ok. Et puis c'est vrai que peut-être les gens aussi ont un peu peur de juste écrire et que les transactions se fassent de manière automatique sans qu'ils aient peut-être encore la main là-dessus. Alors pour le grand public, par contre, je pense que ce sera quelque chose qui sera... Quand on arrivera à attirer des gens du grand public et qui seront ok, prêts à faire ça, et que tout soit géré par un robot, une IA, etc., alors que c'est leur argent, bon bah là, je pense que ce type de solution-là aura de l'avenir. Maintenant, je pense qu'on n'est pas peut-être Ouais, pas encore prêt à ça. c'est ça. On le voit même, enfin, on le voit, les AI fait encore parfois des erreurs et enfin, c'est rare, mais ça dépend aussi comment c'est construit. Mais, euh, mais oui, c'est pas encore 100%. Voilà, il y a quand même toujours besoin d'un humain à la fin, quoi, pour prendre la décision ou pour vraiment double-check si tout est en ordre. Enfin, c'est pas encore 100% trustworthy, quoi. Trustless, on pourrait presque dire. Euh, mais ouais, ça va venir. C'est sûr qu'avec la manière dont ça évolue, ça va venir, mais pas tout de suite, quoi. Donc, Ok, et du coup, moi, je voulais revenir sur bah, le switch, un peu, enfin, la bascule de OnDeFi à ZyFi. Euh, voilà, est-ce qu'on peut dire que c'est un pivot? Euh, comment est-ce que, comment est-ce que tu arrives à embarquer les équipes? Comment tu te dis, bah, en fait, je pense qu'il faut qu'on arrête ce qu'on est en train de faire là pour aller là-dessus parce qu'il y a plus de potentiel? C'est quoi un peu le cheminement hein, que tu as eu, ou que vous avez eu? non, c'est clair. C'est vrai que c'est jamais simple de pivot parce que tu bosses pendant des mois et des jours sur un produit. Tu fais en sorte que il soit parfait et que voilà, tu mets beaucoup d'énergie et ton cœur dedans. Et puis, bah voilà, après, c'est vrai que de toute façon, l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est essayer des choses. Puis parfois, il y a des choses qui marchent, enfin, des fois, des choses qui marchent pas. Mais le but, c'est de continuer d'essayer et d'aller jusqu'au jour où il y a un truc qui explose. Donc, c'est vrai que c'est vraiment pas simple, mais voilà, le marché évolue vite euh, et il faut toujours s'adapter, quoi. Il faut toujours s'adapter à l'évolution aussi technologique des projets, de la compétition. Donc, c'est vrai que pour les équipes, c'est jamais simple, mais après. Voilà, et c'est des discussions qu'on a en interne. On voit que voilà, il y a des choses qui marchent moins bien, et on voit des opportunités. Et voilà, ce qu'on fait là avec le nouveau produit, on voit vraiment un engouement, un intérêt. Tu vois, toute la semaine là, j'étais à Paris Blockchain, enfin à la Paris Blockchain Week, vraiment, je vois que ce qu'on fait à l'heure actuelle, les gens sont vachement excités et voilà. Donc c'est des choix qui sont durs, mais il faut les faire, il faut se réinventer, il faut s'adapter. Et voilà, faut continuer d'essayer, quoi. Faut pas avoir peur de laisser un produit derrière pour aller vers quelque chose de nouveau, quoi. Ouais, c'est vrai que je pense que les gens ont un peu de mal, après avoir passé des mois à développer quelque chose, bah, en fait, devoir tout mettre à la poubelle pour passer à autre chose. C'est vrai Ouais, que ça doit être, enfin, c'est compliqué, en ouais. fait, de se dire qu'on a fait tout ça pour rien. Ouais, il y a un truc qui s'appelle le Sinking Cost Bias. Et en gros, c'est une théorie où il y a beaucoup d'entrepreneurs, en fait, ils osent pas lâcher un truc qu'ils ont construit pour justement aller vers quelque chose de nouveau parce que voilà, il y a tellement d'énergie, il y a tellement qui a été mis dedans, mais c'est ça, le but, voilà, c'est de continuer d'essayer, de développer des nouvelles choses, et puis ça marche, quoi. Il y a un bon exemple de ça, Fig de Paladin. Pendant 4 ans, il a développé plein de trucs. Puis là, dernièrement, il a développé un nouveau produit et il a réussi à avoir 100 millions de TVL en quelques semaines, quoi. Donc,
ouais, il a essayé plein de choses, puis il y en a une qui a bien fonctionné, quoi. Donc ouais, si ça marche pas et que les gens, enfin, nous, ça a marché. Après, il y a des choses, parfois, c'était pas assez rentable. Puis après, voilà, par exemple, pour zcasing, ce qu'on faisait avec l'infra pour abstraire le gaz, ça marchait très très bien. On a fait à peu près 3 millions de transactions. On a eu plus de 40 intégrations. Mais voilà, malheureusement, zcasing a eu moins d'utilisateurs, moins de traction. Vous êtes très dépendant après de On est très l'état dépendant de de la santé de la chaîne. chaîne. Parce que vous pouviez pas le développer ailleurs que sur zcasing. On aurait pu, on a pensé à ça, on a fait beaucoup de mois de recherche et d'analyse et de voir si c'était faisable. C'était faisable, mais je pense que l'opportunité de marché était trop faible à l'heure actuelle et il y avait déjà aussi beaucoup de gens qui faisaient ça aussi. Et c'est vrai qu'on voyait plus de potentiel dans ce nouveau produit qu'on a créé. Le projet est toujours là, on le développe toujours, mais voilà, ça a 10% de notre temps, 15% de notre temps, et là on est vraiment que focus là-dessus. Après, si zcasing reprend, nous on est toujours là, on a quand même toujours des projets qui viennent vers nous, on travaille toujours avec certains projets, on les accompagne, ils utilisent toujours notre infrastructure. Mais voilà, le jour où zcasing reprend, bah, on sera là aussi, quoi. Puis on est très proche d'eux, donc tu vois, on est dans leur doc, ils savent qu'on est là, quoi. Ouais. Parce que zcasing, du coup, donc c'est une blockchain qui se base sur les Zero Knowledge Proof. Donc il y a deux types, on va dire, de layer 2 de chaînes basées sur Ethereum. Enfin, dans l'écosystème Ethereum, tu as optimistic rollup, ouais, pardon, et les Zero Knowledge rollup. Donc c'est deux modèles un petit peu différents. On va pas forcément revenir dessus en détail sur le fonctionnement. Mais donc sur les Zero Knowledge Proof, les chaînes Zero Knowledge, tu vas avoir zcasing, mais tu vas avoir d'autres chaînes aussi qui sont construites là-dessus, comme Abstract. Ouais. Alors oui, donc, en fait, ouais, donc t'as Starknet qui se dirige là, t'as zcasing. Je crois que Linea aussi, ouais, c'est ça, c'est un zk rollup. T'as Scroll aussi qui a zk rollup. Et après, t'as zcasing, en fait. Le grand public voit toujours zcasing comme zcasing RA. Mais en fait, zcasing, c'est plutôt un. Ils sont vraiment genre transformés en mode on est un stack pour que les gens puissent créer leur chaîne. Et donc Abstract, c'est la même chaîne que zcasing à la base en fait. C'est exactement le même stack. Et en fait, zcasing ont plus d'une vingtaine, 25 chaînes qui sont en train de se lancer. Sophon, c'est zcasing, c'est le zkstack. Abstract, c'est le zkstack. T'as quoi d'autre encore comme t'as énormément de chaînes qui sont en train de se lancer sur le zkstack. Ok. En fait, t'as un peu la super chain avec Optimism qui essaye de faire C'est un ça. réseau avec Base, avec C'est ça. j'ai plus tous les noms en tête, mais il y en a un certain nombre. Ouais. Et il y a zcasing qui essaye de faire ça un petit peu, mais eux ils appellent ça les Elastic Chains, c'est ça? Exactement, ouais. Donc faire leur propre réseau aussi de chaînes qui utilisent leur stack. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Il y a différents stacks et et il y a différentes propositions qui sont un peu différentes, par exemple, des Optimistic Rollup. C'est vrai que zcasing est plutôt orienté, là je vois à l'heure actuelle, ils sont vachement orientés institutionnels parce que tu peux créer vraiment des chaînes un peu plus privées avec certains paramètres. Euh, et c'est vrai que je pensais ce matin, mais vraiment pour moi, zcasing, ils ont créé pour moi la meilleure tech en termes de roll-up si tu veux créer ta propre chaîne. De un, parce qu'ils ont la kernel abstraction de manière native. Ils utilisent les ZK rollups, donc c'est vraiment trustless by design, tandis que les optimistic rollups, bah, c'est pas 100% trustless, t'as quand même des verifiers qui vont pouvoir justement verifier les proofs. Donc la différence entre les Zero Knowledge Et les optimistic et les rollup. Optimistic Rollup, Ouais. c'est que d'un côté, tu dois avoir des gens quand même qui vérifient que les transactions sont correctes, ou qu'il n'y ait Ouais. pas de gens qui essayent de duper le système, Ouais. alors que de l'autre côté, les transactions sont directement vérifiées, quoi. Voilà, c'est ça, à travers justement les Zero Knowledge Proofs. Et par exemple, ça c'est aussi une grosse différence, c'est que justement, dans les optimistic rollup, il y a besoin de 7 jours avant de bridge out des optimistic rollup, parce que justement, il y a 7 jours de latence pour vérifier que justement, il n'y a pas de problème au niveau des transactions. Et bah, il n'y a pas besoin d'avoir ça pour les ZK rollups, parce que justement,
c'est que des maths et du coup, c'est plus efficient. Euh, mais voilà, c'est vrai que ça a moins pris parce que c'était beaucoup plus dur de rendre ça complètement EVM compatible. Donc en fait, c'était plus simple, par exemple, pour les protocoles de se déployer sur Arbitrum ou Optimism, parce qu'il y avait juste à copier le code, quoi. Ouais, alors que là, il fallait... Là, il fallait quand même enfin, tweaker quelques trucs, ça prenait beaucoup plus de temps. Donc il y avait aussi ce problème-là, mais zkSync est en train de rendre justement la chaîne, enfin le stack complètement EVM equivalent. Donc ça va arriver d'ici quelques mois. Et il y a aussi un énorme avantage, c'est que le zk Stack, la manière dont il est construit, ils ont un shared bridge avec un shared smart contract, en gros sur le L1. Donc tout le monde peut adhérer. Donc même toi, tu crées ta chaîne sur le zkStack, tu peux adhérer à ce shared smart contract. Et en gros, par exemple, toute la liquidité de toutes les chaînes du zkStack sont unies sur un seul smart contract. Donc en fait, tu peux facilement bridger entre les chaînes. Tu n'as pas besoin de faire un bridge manuel. Tu peux faire des transactions de manière asynchronous entre toutes les différentes chaînes du zkStack. C'est-à-dire, je suis sur une application... Sur zkSync et tu es sur Abstract, en une transaction, tu peux carrément avoir tes fonds qui vont d'une chaîne à l'autre, d'un smart contract à l'autre. Tu peux vraiment, même des messages, enfin, c'est vraiment genre, c'est comme si c'était une chaîne, quoi. Ouais, parce que là, actuellement, effectivement, ce qui est compliqué sur Ethereum, l'écosystème Ethereum, c'est qu'il est extrêmement fragmenté, C'est ça. que la liquidité est dispersée partout. Mais ça voudrait dire que, si je prends un exemple concret, je suis sur AV, j'ai 1000 USDC sur Abstract, 1000 sur ZK-Sync, je pourrais dire, bah voilà, je veux mettre 2000 USDC sur ZK-Sync et en un clic, En un je clic, serai en capacité ouais, de les mettre. c'est ça. Et ça, c'est faisable sur plus de 100 chaînes. Par exemple, sur Optimism et ce qu'ils disent les super chains, pour le moment, ils peuvent que avoir 5-6 chaînes qui vont communiquer entre elles. Et si tu veux en rajouter une, c'est vachement compliqué. Donc en fait, ça va être très dur le jour où ils vont avoir une centaine de chaînes, que toutes les chaînes puissent communiquer entre elles. Et dans le design de base d'Optimism, c'est pas quelque chose qu'ils ont mis en place et que c'est quelque chose que le zkStack a. Donc le jour où il y a 100 chaînes et même des chaînes institutionnelles qui veulent communiquer avec d'autres chaînes, d'autres banques, ou tu vois, ils pourront facilement communiquer ou faire des transactions entre les chaînes. Donc bon voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de promesses et il y a beaucoup de choses qui sont en train de faire, ça va mettre du temps. Mais voilà, moi je pense que s'ils arrivent à bien se développer, je pense que zkSync peut aller très très loin, quoi. Ok. Et tu parlais aussi des frais de gaz. C'est vrai qu'à chaque fois que tu interagis avec la blockchain, tu dois signer des transactions pour valider telle ou telle action. Et quand tu veux valider telle ou telle action, ça va généralement te coûter des frais de gaz, donc des frais de transaction que tu vas payer pour que ta transaction soit exécutée sur le réseau. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, c'est quand on travaillé sur un DeFi, enfin sur cette DeFi super app, on s'est rendu compte que un des plus gros pain points pour les gens, c'était le gaz, en fait. Souvent, ils avaient par exemple, ils déposaient du stablecoin, puis ils croyaient qu'on les arnaquait parce qu'ils n'arrivaient pas à swapper leur stablecoin dans d'autres tokens. Et donc, en fait, on s'est rendu compte de ça. Et, euh, et du coup, on a vraiment voulu se focaliser sur ce problème-là spécifique. Et donc, en fait, on a découvert le kernel abstraction. En fait, le kernel abstraction, à l'heure actuelle, la manière dont c'est construit, euh, c'est pas pour tous les wallets, en fait. Donc, ça crée encore un petit peu un souci, parce que c'est pas encore quelque chose qui est complètement adopté, on va dire, par l'ensemble des utilisateurs et des plateformes, des applications. Euh, mais par exemple, sur ce layer 2 zkSync, ça a été fait de manière native. Donc en fait, tous les wallets de base sont des smart wallets. Du coup, en fait, ça nous permettait de vraiment se focaliser sur ce problème-là, sur ce L2-là, et d'être sur un problème beaucoup plus niche qui était d'abstraire le gaz pour les utilisateurs. Donc on est passé de OnDeFi à une super app à un produit beaucoup plus infrastructure, où en fait on permettait aux applications sur zkSync d'abstraire le gaz pour leurs utilisateurs. Donc Ouais. on permettait, ouais, on, on permettait de faire deux choses, donc d'abstraire, de payer que les applications puissent payer le gaz pour les utilisateurs
et de permettre aussi aux utilisateurs de payer leur gaz avec n'importe quel type de token. Et ça, parce que comme tu disais, quand des gens arrivaient et alors bridgeaient ou envoyaient de Binance à n'importe quel réseau, par exemple de l'USDC, du stablecoin, en fait, ils pouvaient rien faire sur la blockchain parce qu'ils n'avaient pas de l'Ether, notamment si on parle de Voilà. Zcash ou autre, pour payer ces frais de transaction-là. Et, Exact. et donc tu disais que sur Zcash, c'est automatique, en tout cas c'est natif, c'est directement inclus, mais pour d'autres blockchains comme Ethereum notamment, je sais qu'il y a des propositions qui sont en cours notamment pour pouvoir permettre ce type de développement-là, Ouais. qui sont pas inclus nativement dans le réseau. C'est ça, en fait, donc le count abstraction, la manière dont ça a été développé, en termes de flow de transactions, ça représente un flow qui est différent. Donc en fait, Ethereum propose des mises à jour et cette mise à jour n'est pas au niveau vraiment protocolaire, c'est une couche qu'on a rajoutée pour permettre des simplifications au niveau de, par exemple, l'abstraction de gaz. Et donc, c'est vrai qu'il y a d'autres chaînes, enfin, la main chain Ethereum, par exemple, va implémenter une nouvelle mise à jour qui va permettre aux utilisateurs de transformer leur wallet actuel en une seule signature en smart wallet. Donc, c'est pas encore ce sera pas encore complètement natif comme ça l'est sur ZK Sync, mais c'est un peu une étape, on va dire, transitoire avant que le kernel abstraction soit complètement natif et que tous les wallets sont des smart wallets de base. Quand tu dis smart wallet, c'est un wallet. Alors, la grosse différence entre un account, par exemple, et un smart wallet, c'est qu'un smart wallet, en fait, c'est un smart contract, en fait, tout simplement. Et en gros, ça permet de faire beaucoup plus de fonctionnalités, on peut programmer beaucoup plus de choses au sein du wallet, justement, pour simplifier beaucoup de choses, comme par exemple le gaz ou automatiser certaines choses. Chose qu'on ne peut pas faire avec un simple account, un simple wallet qu'on voit à l'heure actuelle comme un wallet MetaMask, par exemple. Donc la prochaine mise à jour va permettre justement aux gens d'avoir l'option de transformer son wallet en smart wallet en l'espace d'une seule signature. Et nous, on pense que la plupart des gens vont faire ce switch de manière assez rapide d'ici quelques mois, quoi. Donc ça va vraiment être intéressant parce que pas mal de l'innovation à l'heure actuelle se fait au niveau des smart contracts. Mais du coup, moi, ce que je pense, ma théorie, c'est que aussi l'innovation se fera énormément au niveau des smart wallets. Parce que tu pourras tout programmer directement pour l'utilisateur. Et tu pourras tout faire depuis ton smart wallet, en fait. Tu as quelques exemples ou idées de cas pratiques un peu concrets qu'on puisse se projeter? Ouais, bah justement, ça sera. Donc nous, c'est vrai qu'on a créé Ondify, on a créé Zyfi. Bon, Ondify, on l'a. Pour le moment, c'est un peu mis de côté, mais Zyfi, en tout cas, ce qu'on a construit sur ZK Sync, on a toujours beaucoup d'applications qui utilisent le produit, qui ont intégré notre service pour abstraire le gaz. Et dernièrement, justement, avec toute la recherche qu'on a fait et tout ce qu'on a vécu comme expérience à travers ce qu'on a construit, justement, nous, on a créé un service qui vient de sortir cette semaine. Et en fait, ce que ça permet de faire, c'est justement de, de, de créer enfin, le but de ce qu'on a créé, c'était vraiment pour optimiser le yield sur la DeFi. Et tout ça, justement, à travers un smart wallet et de l'automatisation. Donc, ce qu'on peut faire, par exemple, avec un smart wallet, c'est qu'on peut donner l'accès à quelqu'un d'autre de co-signer ces transactions. Donc, par exemple, moi j'ai mon smart wallet, je dis ok, bon bah Robin, je te donne des accès limités à mon smart wallet pour faire des actions prédéfinies. Et là, nous, ce qu'on fait, c'est par exemple, on dit voilà, Robin, je te laisse en tant que co-signataire pour interagir avec certains protocoles DeFi, par exemple AV, Morpho, et déposer pour moi sur ces protocoles-là. Et en même temps d'analyser les rendements qu'il y a sur tous les différents protocoles et de déposer mes fonds dans les protocoles DeFi qui génèrent un haut rendement. Donc, par exemple, les rendements ils changent assez souvent. Donc là, par exemple, on donne autorisation, là c'est plutôt à un back-end, c'est lui qui a des fonctions prédéfinies, il analyse les différents rendements et il va déposer pour l'utilisateur sur ces protocoles-là. Et si le rendement est plus bas sur un autre protocole,
il va pouvoir rebalance et changer les fonds sur le protocole A, sur le protocole B. Et donc là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que avec le kernel abstraction, on peut justement prédéfinir des règles, des actions qu'un tierce peut faire. Donc par exemple, voilà, Robin, je lui donne certains accès, certaines actions qu'il peut faire pour justement manager mon portefeuille. Donc ça, c'est un cas d'usage, mais on peut imaginer beaucoup plus de choses qui vont se développer autour de ça et autour de Smart Wallets. Et moi, ma thèse, c'est que je pense que les gens vont plus trop interagir avec les applications telles que AV, Morpho, machin. Tout va se faire depuis le Smart Wallet, potentiellement avec des agents, potentiellement avec de l'automatisation. Et ça va permettre justement beaucoup plus d'innovation à ce niveau-là, quoi. Ok. Ouais, parce que là, donc tu vas donner certains accès, par exemple le droit de déposer tes fonds, enfin tes cryptos dans tel ou tel protocole, Mhm. tel ou tel protocole comme Morpho, AV, comme tu disais, etc. Ouais. Mais ces accès-là vont empêcher donc le smart wallet de retirer les fonds, enfin ou en tout cas Zi-Fi ou Voilà, l'agent, c'est je sais pas ça, comment ouais. est-ce que tu appelles ça, un agent IA ou pas, parce que c'est un peu la mode en ce Ouais, moment, ou un bot, on peut appeler ça ouais, plutôt un bot, ouais, ouais. un bot, de retirer les fonds vers un autre wallet Voilà, c'est ça. qui t'appartient pas, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, ce qui est cool, c'est que tu peux vraiment genre prédéfinir les fonctions exactes. Tu peux même définir le nombre de transactions que la personne a le droit de faire par jour, quel contrat il a le droit d'interagir. Donc en fait, ce qui est cool, c'est qu'avec ce qu'on fait, on donne juste l'autorisation pour, en gros, déposer sur les protocoles que tu choisis. Donc tu peux dire, voilà, moi je vais choisir ces protocoles-là. Et après, tu donnes l'autorisation pour qu'il fasse deux fonctions toutes simples, qui est de déposer ou de retirer les fonds de ces protocoles. Donc en gros, nous, par exemple, on pourrait pas prendre faire une transaction, dire, OK, on envoie ces fonds à cette adresse-là, quoi. Ok. Et tu disais co-signataire, parce que là, généralement, quand il y a deux personnes qui interagissent sur un compte, sur une adresse, Mhm. on va avoir tendance à dire qu'au niveau sécurité, il faut que ce soit les deux qui signent la transaction pour qu'elle soit approuvée. Là, dans ce cas, on dit que c'est soit l'un, soit l'autre qui est en capacité de signer les transactions, mais qu'il suffit d'un seul signataire pour que la Voilà. transaction se fasse. C'est ça, ouais. Tu peux dire, voilà, ce signataire-là a que ces droits-là, mais moi, en tant que signataire enfin, principal, moi, j'ai le droit de faire ce que je veux. J'ai le droit d'envoyer les fonds sur n'importe quelle wallet et tout, mais par exemple, quand je disais que je prenais toi comme exemple, toi, voilà, je te donne accès pour faire que des actions Ouais. Et prédéfinies, tu quoi. peux me révoquer l'accès si Voilà, je jamais. peux te révoquer l'accès, je peux dire stop, c'est moi qui manage les positions moi-même. Ou bien tu peux voilà, faire ta propre, enfin, tu peux faire tes propres stratégies. Et il y a même quelque chose qu'on est vraiment en train de travailler dessus et, qui va être, je pense, qui va plutôt peut-être remplacer ce que les Vaults font à l'heure actuelle. C'est que par exemple, on pourrait très bien imaginer un curateur comme MEV Capital qui se dit voilà, moi je construis une stratégie euh, prédéfinie et par exemple n'importe quel type d'utilisateur avec un smart wallet peut dire ok, moi je vais copier ce que la stratégie MEV Capital propose. Donc ça va vraiment déposer automatiquement vers les protocoles que MEV Capital eux-mêmes déposent, ou enfin ou on crée leur stratégie. Et après même, si eux rebalance, ça pourrait automatiquement aussi rebalance depuis le smart wallet de l'utilisateur. En gros, ça suit vraiment tous les mouvements que Ouais, font MEV ouais, Capital par pour exemple. faire la même chose Exactement. qu'eux. Et ce qui est vraiment cool, c'est qu'au lieu que tout soit dans un vault et que les fonds soient poolés et que en fait tu donnes quand même, quand tu déposes dans un vault, tu donnes quand même beaucoup de droits à ceux qui détiennent le vault. Enfin, finalement, il y a quand même des choses qui s'ils voudraient par exemple tout retirer et envoyer sur notre adresse, c'est quelque chose qui serait potentiellement possible. Donc là, ce qui est vraiment cool, c'est que tu détiens les assets et tu as juste quelqu'un à qui tu vas donner des autorisations prédéfinies, enfin, et des actions que tu choisis, que tu laisses faire, rebalance automatiquement ton portefeuille, quoi. Et Ok. donc là, c'est vraiment, nous, ce qu'on veut, c'est que là, ce qu'on a créé dans le premier produit, pour le moment, c'est très simple. On a lancé sur une seule chaîne, on a lancé sur Sonic, 4 protocoles. Mais bon, ce qui est cool, c'est qu'on peut rajouter autant de chaînes IVM qu'on veut. L'utilisateur garde une seule et unique adresse. Nous, derrière, on peut abstraire donc le rebalancing cross-chain, si par exemple il y a d'autres chaînes IVM qu'on rajoute, d'autres protocoles qu'on rajoute.
Ouais, c'est ça. L'intérêt, ça va être que si je trouve un meilleur rendement sur une autre blockchain que sur Sonic, le ZyFi sera en capacité de transférer mes cryptos d'une blockchain à une autre pour aller C'est chercher ça. les rendements les plus intéressants ailleurs, quoi. C'est ça, et il va calculer aussi en fonction des fonds que tu as, est-ce que ça vaut la peine, parce que parfois il y a des coûts de bridge, il y a des coûts de transaction, après il va aussi calculer la TVL, voir si tu mets un énorme montant, est-ce que ça va changer les PY, est-ce que ça vaut la peine. Ouais. Donc c'est quand même tous des calculs qu'il prend en compte. Mais voilà, ça c'est les premiers produits. Ce qui est cool, c'est qu'on peut rajouter beaucoup de chaînes, beaucoup de protocoles. Mais l'idée après, c'est de créer une sorte d'infra complète pour que justement n'importe qui puisse créer une stratégie et n'importe quel utilisateur puisse justement intégrer cette stratégie directement dans son smart wallet, quoi. Et on voit un gros potentiel parce que la plupart des wallets plus tard, enfin dans les mois à venir, seront des smart wallets. Donc les gens pourront juste venir signer tout simplement. Pas besoin de payer le gaz. Ça va signer juste, donner un accès à des protocoles et à un co-signataire. Et la personne pourra tout simplement profiter de ça directement depuis son wallet. Ouais, tu penses que ça va démocratiser aussi l'accès à la finance décentralisée? Parce qu'actuellement, ça peut être effectivement compliqué de choisir soi-même les protocoles sur lesquels je veux déposer mes cryptos, trouver quels sont les meilleurs rendements ou le meilleur rendement risque, enfin le meilleur ratio risque-rendement. Parce qu'il y a ça aussi qui peut être risqué au tout début de la DeFi, enfin ce qu'on appelle le DeFi Summer en 2021, il y avait des rendements de centaines, voire de milliers de pourcents Ouais. des fois par an, mais ça va avec des risques qui sont extrêmement élevés. Et donc c'est là où j'imagine que avec ZyFi, vous aurez peut-être la possibilité de régler le niveau de risque Voilà. selon des stratégies déjà préétablies ou ce genre de choses-là. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et donc, si tu veux, dans la première version qu'on a créée, à l'heure actuelle, tu peux choisir toi-même tes protocoles. Nous, on prend que des protocoles qui ont fait leur temps. Donc, on a Aave, Pendle. Je sais plus exactement. Je crois qu'on a SwapX, d'autres protocoles sur Sonic qui ont pas mal de TVL. Mais ouais, l'idée, c'est que tu pourras choisir tous tes protocoles. Et après, même, on va faire des stratégies. Voilà, stratégie safe, stratégie degen, et puis stratégie normale. Puis après, tu auras même la possibilité d'intégrer, par exemple, des gens qui vont créer les stratégies et tu pourras copier ça. Donc, tu auras un peu, voilà, le choix un peu. Bon, c'est toutes des choses qu'on a encore élaborées, mais ouais, l'idée c'est carrément bah, nous, moi, c'est toujours ce que j'ai voulu faire dans la création d'un DeFi, c'était de rendre la DeFi accessible à tous. Et là, c'est vrai que on arrive à un point ouais, avec le kernel abstraction où on peut tout abstraire. On peut abstraire la création de wallet, on peut abstraire les interactions avec les protocoles, les interactions avec toutes les chaînes, le gaz. Et c'est toutes ces choses-là où ça devient vraiment, ça commence vraiment à devenir très très simple. Ouais. Et du coup, est-ce que cette simplicité-là, il n'y a pas des risques, enfin, on donne pas trop d'autorisation à certains acteurs de pouvoir utiliser nos cryptos. Enfin, c'est quoi les risques un peu de vouloir tout abstraire à chaque fois? Non, mais c'est sûr que bon, les chercheurs qui travaillent vraiment sur le kernel abstraction, c'est des choses qui prennent vraiment pas à la légère. Donc par exemple, pour certaines actions, les wallets devront par exemple donner l'approval d'utiliser certains paymasters. Enfin, ils essayent quand même de rendre la chose la plus sécure possible. Parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, par exemple, quand tu utilises certains smart contracts, tu approuves, ensuite tu signes la transaction. Tu as quand même pas mal d'étapes qui permettent de prevent certains scams, certains hacks. Ouais, Et c'est c'est vrai qu'avec ça. le kernel abstraction, on risque potentiellement de voir bah, voilà, plus d'opportunités pour avoir des hacks. Mais voilà, avec des projets comme les nôtres, on va pouvoir justement. Et voilà, alors c'est marrant, c'est vrai il y aura peut-être plus d'opportunités de hack, mais je pense qu'on aura aussi plus de simplicité en termes d'expérience. Donc les gens, potentiellement, ils iront plus vers certains acteurs et ce sera peut-être, ils n'auront pas moins besoin d'aller dans tout plein d'applications et tout plein de protocoles. Donc, à voir comment ça va évoluer, mais oui, c'est vrai que ce que tu dis, c'est. Parce que tu penses que ça pourrait permettre de créer un peu des super apps, entre guillemets, où en fait on aurait au même endroit la possibilité de faire de la finance décentralisée, de gérer ses actions tokenisées, de gérer en fait
toute sa vie on-chain, donc sur la blockchain, voire même faire le pont après avec sa vie du monde réel, off-chain, entre guillemets. Non, mais clairement, clairement. Et moi, je pense que les gens vont plus interagir avec les front-end des applications. Ce sera tout depuis leur smart wallet ou depuis une super app. Et ils pourront, par exemple, accéder à AV directement ou à toutes les applications quand si tu étais sur ton iPhone et t'accéder, au lieu d'accéder au site web de AV, t'as l'app AV directement sur ton iPhone ou sur ton smart wallet, quoi. J'aime bien faire un peu cette comparaison, mais même s'il y a quand même beaucoup de différences, je pense qu'on va plutôt aller dans cette direction-là. Et les gens, quand le kernel extraction sera complètement démocratisé et tous les wallets seront des smart wallets de base, ouais, moi je pense fortement que ça va évoluer dans ce sens-là, quoi. Ok. Tu disais que vous étiez parti sur Sonic. Ouais. Pourquoi avoir choisi la blockchain Sonic plutôt que de rester sur ZK-Sync notamment? Alors, à la base, on devait lancer sur ZK-Sync. Ils avaient un programme même d'incentive au niveau de la chaîne. Donc, il y avait des rendements vraiment cool. Les incentives, c'est tu Ouais, alors, vas. Ouais, alors en fait, parfois les chaînes donnent de leurs tokens pour attirer de la liquidité des utilisateurs, voilà, pour faire évoluer, par exemple, l'écosystème DeFi de zk-Sync. Donc ils avaient commencé ça. Au début, c'était cool parce qu'il y avait vraiment des rendements assez élevés. Genre, tu pouvais toucher du 25% sur certains protocoles et tout, c'était cool. Mais le problème, enfin, aussi le truc, c'est que tu devais claim les tokens. Et nous, on avait réussi à tout automatiser. Et puis après, ils ont arrêté le programme. Parce que le risque de faire ce type de programme-là, c'est que là, ils incentivaient, donc ils rétribuaient les Ouais. gens en leur token. C'est ça. Et donc les gens recevaient le token, mais le vendaient ils le directement, vendaient donc ça direct. faisait chuter le C'est prix des ça. tokens. Et en plus de ça, le marché, pas aidé, parce que c'est quand même, tous les L2 sont vachement corrélés au prix d'Ethereum. Donc, voilà, et le prix en même temps chutait. En vrai, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont dumpé les récompenses. Je pense une partie, mais c'était pas la principale raison. Je pense qu'ils ont voulu arrêter parce que, voilà, je pense que c'était au niveau du marché, le prix dumpé, et ils ont dit pour le moment, on met en pause. Donc on allait lancer sur zk-Sync, on avait tout fait, genre on avait tout préparé. Et genre 2 semaines avant, on a dit bon bah dommage, les yields sont trop bas. Et puis on a vu les yields sur Sonic, et Yield qui est vraiment une chaîne spécifique pour la DeFi. Et on s'est dit go quoi. Ouais. Mais après, parce que dans la DeFi, enfin dans la finance décentralisée, il y a beaucoup on peut appeler ça des mercenaires qui vont là où le rendement est le plus élevé, et puis qu'une fois que le rendement commence à baisser, vont aller chercher un rendement plus intéressant ailleurs. Toi, t'as pas peur un peu que ça pas détruise la DeFi, mais qu'au final, des protocoles qui sont intéressants n'arrivent pas à conserver leurs utilisateurs parce que justement, eux, ce qui les intéresse, c'est uniquement d'aller chercher du rendement, et que le protocole soit intéressant ou pas, ils s'en foutent complètement. Après, tu me diras, il y a AV qui a quand même réussi à sortir son épingle du jeu, même s'ils font encore certaines incentives, il me semble, mais beaucoup plus locales sur certains sur certaines chaînes, sur certains tokens en particulier, certains marchés, pour attirer des utilisateurs. Comment toi tu vois évoluer ce... Ouais, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on l'a vu depuis quelques mois, genre les gens ils vont chercher les nouvelles chaînes, les nouveaux protocoles, avec les prochains airdrops. Souvent les gens c'est ça qu'ils cherchent, par exemple Resolve, tout le monde est sur Resolve en ce moment, parce que voilà, ils savent que derrière il va y avoir un airdrop. Ouais, c'est vrai que c'est plus les early days de la DeFi où c'était vraiment la tech et l'innovation qui faisait plus foi qu'à l'heure actuelle, où on voit, c'est vraiment comment le mieux proposer des récompenses pour que les gens viennent, pour que ceux qui ont la liquidité déposent de la liquidité. Donc, c'est vrai que maintenant, tu as beaucoup plus un challenge de... Ouais, les gens sont obligés de crier un peu pour se faire voir, quoi, au final. Donc, c'est un mélange des deux, je pense, qui fait que les protocoles peuvent réussir. Mais après, je pense que si tu as vraiment un truc qui résout un vrai problème et que les gens apprécient et que les gens aiment, bah oui, ça va être plus dur. Tu vas prendre plus de temps à gagner des utilisateurs. Mais je pense que le chemin et la finalité est plus belle. Mais oui, c'est vrai que c'est dur d'être en compétition avec des mecs
et des gens qui vont chercher la liquidité parce qu'il y a des récompenses énormes, quoi. C'est sûr maintenant, il y a aussi ce challenge-là, ouais. Parce que du coup, il y a plusieurs blockchains, un peu comme Sonic, qui proposent des rendements assez intéressants. Je pense à Berachain, Ouais, notamment, ouais. et d'autres blockchains, voilà, avec des rendements intéressants. Vous, comment est-ce que ça se passerait? Imaginons, vous avez 10 000, 100 000, 1 million d'utilisateurs, Mhm. et que l'outil fait migrer ces 50, 100, 200 000 utilisateurs en même temps d'une blockchain à une autre. Les frais vont exploser, les rendements, comme tu disais tout à l'heure, plus il y a de gens qui vont aller déposer de la liquidité ou chasser le rendement, plus il va baisser, puisqu'il y aura plus de monde là-dessus. Comment est-ce que vous arriverez à arbitrer un peu, non, il vaut mieux mettre 20% ici, 30% là, 5% là-bas, Ouais. etc. Non, c'est vrai qu'on m'a déjà fait cette remarque. Si on arrive à arriver à ce stade-là, ce sera vraiment cool. Ce Ce sera déjà des bons ce problèmes. sera mon problème à avoir. Mais ouais, c'est vrai que j'ai eu la discussion cette semaine. Euh, donc ça, c'est des choses qu'on devra calculer aussi, parce que vraiment, par rapport à la taille du portefeuille et du montant que l'utilisateur a, est-ce que ça vaut la peine justement de rebalance ou pas, ou d'aller sur d'autres protocoles? Donc ça, c'est des calculs que, en fait, parce qu'on va pas, en fait, chaque wallet aura ses propres, on va dire, ses propres paramètres. Donc on va pas tout rebalance les fonds de tout le monde en même temps. Ce sera en fonction de l'argent que tu as. Donc ça, c'est des choses qu'on va définir dans le futur, mais ouais, c'est un truc auquel on a pensé Parce que et comment ça marche d'ailleurs les calculs? Comment est-ce que c'est quoi un peu le back-end? C'est quoi les outils que vous utilisez? Parce que à terme, vous allez avoir peut-être besoin d'une puissance de calcul, voire de simulation, peut-être des outils pour ouais, simuler. on a commencé un peu à faire des simulations par exemple, si tu prends l'index AV à USDC, le rendement basique de AV en USDC, combien est-ce que nous on arrive à faire en plus? On a fait quelques simulations, on a à peu près entre 60 et 80% de rendement qu'on arrive à faire en plus que par exemple sur AV tout simplement. Euh, Donc ça, c'est des choses qu'on est encore en train de tester, faire du backtesting pour... Quand tu dis 60% à 80 de rendement en plus, c'est-à-dire que si moi je dépose de l'USDC sur AV, je vais avoir un pourcentage de de- rendement de 2%, voilà, ou de par exemple 4%. 3%. Et vous, grâce à Zi-Fi, je vais pouvoir réutiliser ces fonds-là pour aller les déposer dans un autre protocole automatiquement pour générer du rendement Voilà, supplémentaire. ouais, exactement, ouais. Et justement, en fonction du rebalancing qu'on fait, bon, là, pour le moment, on le fait journalier, mais en fonction du rebalancing qu'on fait, en fait, tu vas générer un plus haut rendement, quoi. Euh, donc, c'est des calculs qu'on a fait, mais c'est encore vraiment... c'est très early, quoi, en termes de simulation. Ouais, il y a encore beaucoup à tester et à explorer, quoi. Du coup, dans l'équipe, vous êtes combien? Alors, on est 6. Ok. 6, ouais. Et majoritairement des ingénieurs ou des devs, Ouais, j'imagine. ouais, il y a à peu près 4 devs, quoi. On est 4 devs et ouais, un en marketing et moi qui fais du product management globalement, quoi. Ok. Ok, intéressant. Et tu parlais donc de Paris Blockchain Week, puisque Ouais. là, on est en plein dedans. Tu as un stand là-bas, un petit stand dans le côté startup. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu recommandes aux projets voilà, qui sont à un stade de développement équivalent du tien? Ouais. Donc là, qui lancent un nouveau produit, qui cherchent à attirer des utilisateurs et notamment des fonds. Ouais. C'est quoi un petit peu toi ton état d'esprit là-dessus? Parce que tu me faisais une petite comparaison aussi avec Ethereum Community, ETHCC. Ouais. Non, c'est différent. Ça attire des acteurs un peu plus institutionnels, un peu plus corporate, des investisseurs, peut-être plus investisseurs. Après, des gens un peu moins techniques, un peu moins focus sur l'écosystème Ethereum. Donc, c'est vachement bien. Si on est une startup qui veut justement voilà, se lancer, c'est une très bonne opportunité. Enfin, moi, voilà, je suis venu l'année dernière et là, cette année, je suis encore plus impressionné par la qualité des gens que j'ai pu rencontrer, les side events. Non, c'est vraiment quelque chose que je conseille. En plus, ils ont la Startup Competition que nous, on a fait l'année dernière et puis on a eu la chance de pouvoir gagner. Mais voilà, c'est une super opportunité pour avoir plus de visibilité, pour rencontrer des gens.
Puis Paris, c'est toujours un plaisir d'être là, quoi. Ouais. Après, comme tu dis, c'est un public qui est un peu plus institutionnel, peut-être Ouais. qui cherche un peu plus à investir, à placer son argent, que à comprendre la tech forcément, C'est ou ça. développeur, quoi. C'est ça, ouais. C'est vrai que t'as moins de talk technique, t'as moins de chercheurs peut-être. Et puis c'est vrai que bah, Ethereum, voilà, c'est très focus Ethereum. Donc là, ça te permet un peu d'avoir, voilà, de t'ouvrir un peu à d'autres, peut-être aussi d'autres écosystèmes, Ouais. quoi. Donc c'est toujours Ouais, intéressant ça va. D'ailleurs, de voir autre chose. Ouais. vous resterez, on va dire, dans l'écosystème Ethereum, ou vous le regardez aussi ailleurs, ce Ouais, qui se ouais, passe sur Solana, ouais, sur Sui, sur ouais, on a regardé Solana. Cosmos? C'est vrai qu'on a regardé les yields sur Solana, les rendements sur Solana. Et non, c'est intéressant. Après, c'est vrai que les rendements, ils sont toujours mieux sur toutes les chaînes EVM, quoi. Après, Ouais. c'est vrai que Solana, ça a été vachement enfin, intéressant de voir leur développement en termes de retail. Bon, après, c'est Et très c'est meme ça. coin, mais c'était. Ouais, mais est-ce que c'est pas aussi une façon d'attirer les gens et ensuite de les faire basculer sur d'autres produits On un peu a, plus sérieux, entre guillemets? dis-toi qu'on avait fait toute l'architecture sur Solana, on avait tout développé. On sait comment on veut le faire. Peut-être qu'on le fera plus tard. Mais ouais, c'est vrai on avait quand même beaucoup d'expérience dans les kernel abstraction, un réseau quand même dans la communauté Ethereum qui est quand même beaucoup plus important. Donc on a voulu commencer. Puis surtout les rendements aussi étaient plus intéressants. Donc on a commencé sur de l'EVM, mais on peut très bien aussi aller sur d'autres chaînes. C'est vrai que Sui aussi, ouais, ça prend pas mal en ce moment. Donc ouais, faut rester. J'aime pas être maxi, j'aime toujours rester ouvert un peu. Voilà, sur les nouvelles tech, les nouveaux trucs. Je pense il y a toujours l'opportunité pour que quelque chose d'autre prenne que Bitcoin ou Ethereum. Ouais, faut toujours regarder ce qui se fait ailleurs, Ouais, ça peut aussi donner de bonnes idées. c'est ça, ouais, clairement. Et vous avez lancé un token il y a quelques mois. Mhm. Donc là, c'était un token plutôt en rapport avec le produit de Zi-Fi, donc de Paymaster Account Ouais. Abstraction, c'est-à-dire donc le paiement des frais de gaz pour Mhm. pour les protocoles. Ouais. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur le lancement, peut-être les erreurs ou les choses que vous auriez pu mieux faire? Alors, ouais, c'est vrai qu'on a lancé un token il y a à peu près 3 4 mois. Euh, donc, je pense que les choses qu'on aurait pu faire différemment, c'est sûr que, en fait, on a lancé le token à un moment où zkSync, en fait, était un peu dans une phase descendante. On avait tout préparé pour lancer sur zkSync. Et, euh, et c'est vrai que, de manière générale, l'écosystème avait une moins bonne image. Donc, je pense qu'on aurait peut-être mieux fait de le lancer avant le airdrop, par exemple, de zkSync. On aurait eu plus d'intérêt, plus de hype. Donc, ouais, c'est ces choses, parfois, on aurait peut-être dû lancer plus tôt, plus rapidement. On voulait faire les choses bien, voulait faire les choses vraiment correctement. Donc, on l'a lancé, c'était pour vraiment décentraliser un maximum ce qu'on faisait, créer vraiment une DAO où avec la communauté pouvait prendre des décisions, voter sur sur ce qu'on faisait, les prochaines choses qu'on rajoutait ou les mises à jour. Euh, donc, ouais, c'est vrai que c'était vachement énergivore en termes de temps et de stress et tout ça. Tu vois, tu- ouais, c'était vraiment dur par exemple, de bosser avec des launchpads, d'avoir des centralized exchange avec des offres différentes. Il y a un peu tout le monde qui essaye de venir et d'extraire de la valeur de ton token et du marché. T'as les market makers, t'as les centralized exchange, t'as les launchpads. Donc c'est vrai que c'était assez dur de naviguer dans tout ça. Et puis après, il y a aussi le fait que je voyais passer ça récemment, c'est que la réussite de ton projet est en fait directement liée à la réussite de ton token. Bah, c'est un peu ce qu'on peut voir sur Ethereum. En fait, le projet, on va dire Ethereum dans sa globalité, fonctionne très bien. L'écosystème n'a jamais été aussi gros. Je prends l'écosystème global d'Ethereum avec tous les layers 2, etc. Il n'y a jamais eu autant d'utilisateurs, de transactions. Mais quand on voit que le prix du token Ether est en chute libre, bah, les gens ont l'impression, ou en tout cas disent que bah, Ethereum est un échec. Hmm. Ouais, ouais. Et ça, c'est vrai que
c'est assez spécial, tu vois. Nous on avait une méga traction, on avait beaucoup d'applications qui nous avaient intégrées, mais après, voilà, il y a des choses qui, c'est le marché, c'est la chaîne sur laquelle t'es. Puis parfois, c'est inexplicable. Comme tu vois à l'heure actuelle, c'est ce qui se passe avec Ethereum, je comprends pas pourquoi les gens achètent pas plus d'Ether, quoi. Je veux dire, c'est Parce que, parce qu'à quoi sert le token au final? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir un Ether extrêmement élevé pour que le réseau Ethereum fonctionne bien? Il y en a beaucoup qui comparent ça aussi au pétrole. Plus le pétrole est bas, plus ça fait tourner l'économie, plus c'est bon. Euh, et d'autres qui comparent à du cosmos, atomes, qui au final n'arrivent pas à capter la valeur que l'écosystème génère. Ouais, mais on pourrait dire la même chose de Bitcoin dans ce cas-là. Pourquoi est-ce que Bitcoin a autant pris en valeur? Ouais, après c'est pas du tout la même, C'est pas la même narrative. c'est pas la même narrative. C'est vrai que la narrative était store value et tout ça. Moi, je pense que, tu vois, genre, moi, je pense que c'est pas forcément nécessairement dû à ça. C'est pas pourquoi Ripple a pris autant de valeur. Parce que tu regardes dans les 5 premières cryptos, quelle est celle qui est la moins chère? Ah, tu Et penses? et tu te dis, ah, si ça atteint le prix du Bitcoin, je suis millionnaire. Ouais, puis je pense ils ont aussi, tu vois, réussi à mieux se vendre au niveau du grand public, je pense. Ouais, grand public. Ouais, après, c'est très instit quand C'est même. très incite. Ils ont réussi à se rapprocher du gouvernement américain. Je pense qu'il y a eu ça. Il y a eu, et puis il y a le retail qui est peut-être plus, ouais, ils se disent que c'est moins cher. Ouais, c'est vrai qu'il y a peut-être ça aussi, je me rends pas compte. Potentiellement, c'est que ça la raison. Mm. Mais ok, mais du coup, vous avez lancé le token là, donc pour Zi-Fi sur le côté Paymaster, Ouais, mais il s'intègre aussi aux nouveaux produits, Oui, oui. j'imagine. clairement. Ouais, ouais. Ça, c'est clairement le but. L'idée dans le futur, c'est que on prendra un premium fee, enfin, la DAO pourra décider de prendre un premium fee sur le yield qui est généré, Des frais, ça pour. sur le rendement généré, et puis ces rendements iront vers la DAO, et la DAO pourra décider de redistribuer ses frais aux stakers voilà, et rajouter d'autres fonctionnalités au niveau du token. Donc, ce qui est cool, c'est que tout est construit, tout est là pour justement mettre ça en place. Ça, c'est quand même déjà quelque chose de fait. Donc, c'est là, la DAO est là. Donc, voilà, dès que le projet prend plus en traction, le but, c'est vraiment d'avoir une TVL qui grandit, enfin, beaucoup de gens qui déposent de l'argent dessus. Et quand ça va reprendre, il y aura déjà un token associé à ça. Ok, ça marche. Moi, c'était très intéressant. Ouais. Est-ce qu'il y avait un sujet que tu voulais qu'on aborde et qu'on n'a pas forcément abordé, ou des conseils pour les gens qui veulent se lancer dans la DeFi, ou alors pour les entrepreneurs qui lancent leur projet, t'en as déjà donné certains. Ouais, non, mais ouais, c'est vrai qu'il voilà, faut se lancer, faut essayer, faut jamais abandonner, et puis ouais, faut rien lâcher, quoi. Ok. On mettra les liens de toute façon en description. Ouais. euh, du- de Zi-Fi et du nouveau produit notamment. Ok, merci beaucoup Gauthier. Bah yes, Très cool. c'était un plaisir de Su- passer. Suivre avec attention les futurs développements. Merci, au plaisir. Merci, salut. À bientôt.